Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Alors ça y est, on est déconfiné, mais bon, il faut quand même un peu se stimuler encore et surtout on n'est pas quand même trop invité à sortir trop, donc on va passer un bon moment autour d'un thème que vous nous avez demandé, qui est évidemment un thème extrêmement intéressant, qui est celui bien sûr de l'évolution des rosés en France et puis surtout peut-être dans le monde, dans l'univers du vin. Donc on va avoir la chance ce soir de partager un petit peu toutes ces sensations et et ces ressentis avec un éminent journaliste qu'on ne présente quasiment plus. Il s'appelle Thierry Dessauve, vous le connaissez bien sûr de Béthane et de Sauve, des grands journalistes qui ont écrit pendant presque 35 ans toute la partie évidemment journalistique de l'évolution de notre vignoble. Et donc on va avoir l'occasion donc à travers ce live et cette vidéo d'évoquer un petit peu tous les secrets avec un vrai fil conducteur autour des rosés. On va bien sûr avoir beaucoup d'échanges autour des modes, des effets de mode, des belles régions. On va essayer aussi de tordre le cou à pas mal d'a priori et à pas mal de choses. On vous donnera également quelques secrets assez peut-être personnels, des ressentis de Thierry, mais également de moi-même pour que vous puissiez aussi un petit peu faire le choix et puis avoir en tête évidemment quelques repères. En tout cas, ça vous donnera, je l'espère, peut-être un peu de soleil, vous apportera certainement un peu de soleil dans la maison. Puis on vous donnera également, pour ceux qui sont assez gourmands, eh bien, salut Fabien, on vous apportera évidemment un petit peu tout ça sur un plateau avec l'univers gastronomique que l'on peut tisser autour des rosés, parce que vous allez voir, c'est pas qu'une question de barbecue entre amis ou de moments, les grands rosés, ça peut être aussi beaucoup plus complexe que ça, et on aura bien sûr l'occasion d'en parler. Alors voilà Thierry qui s'invite à nous, hop. Pardon, c'est pas Thierry, c'est... Voilà, tac. Espérons que la connexion soit très bonne aujourd'hui. Elle est très bonne. Bonjour Thierry. Bonjour Manuel. Comment Bonjour à tous. allez-vous? Je vous vois très bien, c'est parfait. C'est bon là, tout marche? Tout marche. Vous êtes déconfiné un petit peu? Pas complètement encore? Tout confiné, mais là je rentre du bureau pour retourner dans mon naturel de confinement. Ceux qui regardent mes vidéos doivent connaître le décor là. Eh oui, bien sûr. En tout cas, bravo pour ces vidéos. Elles ont été très inspirantes. Elles ont été surtout extrêmement intéressantes. C'était tant d'histoires et d'anecdotes racontées autour de vos expériences personnelles et partagées avec Michel que c'était très chouette à regarder. Bravo et merci. Alors, Thierry, on va passer. Pardon? On a quelques années et quelques bouteilles partagées derrière nous. C'est clair, c'est clair. J'en disais quelques mots tout à l'heure en introduction. Alors aujourd'hui, Thierry, on va pour présenter un petit peu le but de cet échange aux personnes qui vont nous rejoindre et à ceux qui nous écoutent déjà. L'idée, c'est d'avoir un vrai échange autour et puis un vrai point de vue, surtout un ressenti autour de l'univers des vins rosés qui, on peut le dire peut-être aujourd'hui, surfe sur un effet de mode d'une certaine période, mais surtout qui sait se renouveler, qui est en train d'évoluer, qui est aussi peut-être aussi en train de finalement d'arriver chez certains domaines à des niveaux d'élaboration et puis également de valorisation qui sont assez remarquables. Donc on va essayer de percer un petit peu tout ça, puis on va essayer de rentrer un petit peu dans votre ADN, savoir un petit peu ce que vous avez chez Béthane et de Sauve comme bons conseils à nous donner. On va balayer un peu, bien sûr, la dimension gastronomique. Voilà, ça va être évidemment un superbe échange. Alors, avant ça, euh, Thierry, vous avez, je crois, entre guillemets, il y a quelques mois, eu l'idée où je sais que chez Béthane et de Sauve, bon, il y a le magazine en Magnum, il y a le guide, il y a le site, il y a tous ces magnifiques salons dont on ne rate aucun, le Wine Lab, et puis bien sûr le grand testing. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a avoir des mouvements importants de peut-être une manière de repenser un petit peu le guide. Et vous pouvez nous en dire un petit mot hein, avant de parler des rosés? Oui, absolument. Vous savez, moi j'ai créé avec Michel, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de Michel, mais ça venait de moi. J'ai créé le guide en 1995.
parce qu'il n'y avait pas de guide d'auteur comme ça à l'époque, et ça nous paraissait, il n'y avait pas Internet non plus, ça nous paraissait absolument nécessaire de donner un avis de passionnés et de spécialistes pour ceux qui aimaient le vin et qui avaient besoin de quelque chose de synthétique. Et ça a très bien fonctionné, mais à l'époque, on utilisait aussi les pages jaunes pour appeler quelqu'un au téléphone, on utilisait le quid. Vous ne savez même pas ce que c'est le quid. Si, si, je suis pas si jeune que ça. Pour trouver la date de naissance de tel acteur ou je ne sais quoi. Et depuis, il y a eu quand même Internet qui a enclenché une vraie révolution. Et on voit bien que les guides qui se voulaient exhaustifs, ben, l'exhaustivité d'un guide, elle n'existe pas par rapport à ce que vous tapez n'importe quoi sur Internet et vous trouvez tous les vins. Vous ne trouvez pas forcément la bonne question, le bon avis d'experts, etc. Mais en tout cas, vous trouvez plein de renseignements. Donc, nous, on dit, notre vrai métier, c'est le conseil, c'est la prescription, c'est la sélection. Donc, ça ne sert plus à rien de faire un guide avec des domaines. Euh, on parle tous à peu près de la même façon, en mettant des notes un peu meilleures, un peu moins bonnes. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les appellations, les types de styles qu'on aime chaque année. Vous savez, comme moi et comme tous nos, et comme c'est quand même un monde qui bouge beaucoup. Il y a énormément d'évolutions, énormément de tendances, énormément de nouvelles arrivées ou de gens qui s'endorment un peu sur leur laurier. Bah, tout ça, il vaut mieux en parler d'une manière éditoriale. Si on a envie de passer 3 pages sur un producteur qui nous épate, et à côté de ça, il y a plein de producteurs qui font un très bon travail, mais chaque année, c'est toujours un peu le même. Bon, une année, on va mettre 16 sur 20, une année, on mettra 15 sur 20 à leur 20. Parce que là, ben, on a juste besoin d'une vision un peu synthétique. Voilà, les producteurs n'ont pas loupé dans telle appellation, telle appellation. Ça fait 2 livres. Quelque chose de plus engagé, de plus peut-être Voilà. personnel avec. Quelque chose qu'on a envie de dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la lecture, c'est plus le média, vous voyez bien, le média numéro un aujourd'hui, c'est le digital et c'est la vidéo. On parle, là, c'est super. La lecture, c'est un plaisir. Il faut que ça redevienne un plaisir. Donc, les livres, un peu comme ça, comme les annuaires, les encyclopédies, pas vraiment de plaisir. Le plaisir, moi, moi, j'adore les livres. J'ai envie de faire ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire un moitié magazine, moitié livre, dans lequel on retrouve les vins des producteurs qui nous ont épatés cette année. Ça sortira début octobre. Début octobre, super. Bon, bah voilà pour l'actualité et surtout, ben, on a hâte de voir un petit peu ce nouveau format et peut-être ce guide un peu plus engagé. Alors Thierry, on va parler un petit peu des rosés et puis on va essayer d'avoir ce fil conducteur intéressant autour de cet univers de vin. C'est vrai qu'on peut parler maintenant d'un univers de vin. C'est une vraie économie, on le sait, et on sait combien ça a de poids aussi dans la balance commerciale de la France et peut-être aussi dans son rayonnement. On parlera un petit peu du rosé comme peut-être d'une éventuelle porte d'entrée pour tous les gens qui deviennent consommateurs et même passionnés de vin. Mais avant ça, est-ce que, bon, vous avez quelques années d'avance sur moi, vous avez vu arriver ça quand, cet univers, enfin, je veux dire, ce déploiement des rosés sur le marché et cet engouement même, au point d'ailleurs d'avoir fait pivoter des vignobles complètement sur eux-mêmes pour aller vers ça. Vous avez des souvenirs de... Bien sûr, je l'ai vu et je l'ai pas vu en même temps. Parce que Oui. ce qui est étonnant, c'est que pendant des années, le rosé c'était vraiment ce qu'on appelle en anglais le cubi et, et, euh, et qu'on amenait dans les campings. C'était un vin populaire par excellence, mais les spécialistes comme nous sommes, ou même les amateurs, trouvaient que le rosé, c'était vraiment affreux. C'était c'était très mal conservé, souvent mal fait. Euh, et, et donc,
9 fois sur 10, c'était pas intéressant. Alors, il y avait quelques spécialités. Il y a 20 ans, il y a 20, 25 ans, il y avait quelques producteurs qui faisaient du rosé magique. Par exemple, le Château Simone à Palette. Oui, bien sûr. Hein. Et boire un rosé du Château Simone, c'était évidemment une Starbucks. Quelques producteurs, il y en avait même à Bordeaux. Je me souviens par exemple d'un producteur qui existe toujours et qui travaille toujours très bien, le Château Pénal rosé et un rosé délicieux il y a 25 ans, alors que personne ne faisait du rosé à Bordeaux. C'était lui qui s'était intéressé et il faisait quelque chose de bien. Mais c'était vraiment des vins des cas isolés. Alors, après, je pense qu'il y a eu quelqu'un, moi je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé le rosé moderne, celui que vous connaissez tous, les pâles, etc., avant tout le monde. Et j'aimerais en parler parce que en plus c'est une femme qui a fait un truc, qui en a pas, qui a pas cherché à en profiter. Elle aurait déposé ses marques, etc. Elle vendrait des millions de bouteilles aujourd'hui. Bon, elle est très parce qu'elle est installée sur la presqu'île de Saint-Tropez. C'est Régine Sumer, du château. Régine, elle a compris un élément fondamental du rosé, à mon avis, c'est le pressurage. Euh, Ça a été la première à travailler avec les espaces de paix qui étaient à Hawaï, d'accord, là. Il l'a compris, il lui a dit prends des pressoirs horizontaux et essaie d'avoir un jus beaucoup sans tanin, beaucoup plus souple. Et c'est elle qui a vraiment créé le rosé pâle qu'on connaît aujourd'hui, qui a fait écho. Alors, elle a créé même un nom qui s'appelle Pétale de rose. Vous Mais connaissez oui. le pétale de rose baron. Thierry, est-ce que vous pouvez soulever votre téléphone pour qu'on le micro entende on entende un peu plus votre micro parce qu'on vous entend un peu coupé, haché. Je crois que il y a peut-être quelque chose qui obstrue le micro. Alors, attendez. Voilà, on vous entend très bien quand vous soulevez le téléphone, par exemple. Là, vous Voilà. m'entendez? Ouais, ça va un petit peu mieux. Je suis désolé, je suis pas encore équipé avec le micro. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Régine, vous disiez le pétale de rose, c'est tout son, c'est le kick-off de cette mode des rosés très pâles. Et c'est elle qui a créé ça, et en plus, elle a créé des rosés très pâles, mais qui ont du corps, qui avaient du fruit, qui ont de l'élégance. Et elle le fait toujours. Et moi, c'est toujours un rosé que j'adore. Et ça a créé. Et puis après, euh, oh là, On a perdu Thierry. Ça m'arrive souvent. attendez, je vais faire un peu d'installation, puis je recommence dans 3 secondes. Ouais, bien sûr. Voilà, là, ça devrait marcher. Et C'est après, parfait. le rosé a quand même changé complètement de statut. Moi, j'ai une thèse, c'est qu'il a changé de statut d'abord par le champagne. C'est le champagne qui, D'accord. euh, ce, ce supplément c'est devenu un vin chic. Pour les champenois, beaucoup plus de rosé, euh, on fait vraiment le positionnant en très haut de gamme. Et ça a donné de l'idée à tout le monde. Et les Provençaux, le sud de la France a compris ça. Alors, il y avait des domaines qui avaient fait ça avant tout le monde, comme le Hôte ou comme les frères Masson, comme Luthi. Mais ça a donné vraiment cette idée que le rosé pouvait être quelque chose de chic. Et après, le public a suivi. Et Eh oui. le dernier point, c'est que je pense que le vin, c'est une affaire de spécialistes, c'est une affaire compliquée. Il y a des codes, il faut y entrer là. Quand on trouve un vin qui peut être bon et dans lesquels les codes n'existent pas ou sont moins présents. Moi, j'ai des filles qui adorent, comme beaucoup de gens de leur âge, de 25 à 30 ans, qui adorent les rosés. Voilà, ils n'ont pas besoin de demander à papa parce qu'il faut Oui. en être. C'est un vin.
qui se, qui, dans la plupart du temps, on peut retirer les codes classiques du vin et ça applique bien à tout le monde. Voilà. Alors ça m'amène quand même à une question, Thierry. Vous en goûtez quand même beaucoup et en tant que journaliste et guide spécialisé, ou des gens qui prennent des vraies positions et qui ont des vraies intentions avec des choses à raconter, l'ADN des rosés que vous aimez, que vous adorez peut-être commenter, découvrir, ou peut-être que vous aimeriez découvrir. La question c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous trouvez de cohérent par rapport à en dehors bien sûr de l'effet de mode, et puis surtout derrière, qu'est-ce que vous pensez qu'il manque peut-être dans cette offre des rosés? Alors, d'abord, je pense que c'est un des rares vins, un des rares types de vins, une rare des couleurs où je ne pense pas forcément de la même façon que Michel Béthane. Ah, une vraie divergence entre les maîtres à penser donc. Je dirais que Michel a, comme beaucoup de grands amateurs de vin et comme beaucoup de grands spécialistes de vin, trouve fondamentalement que le rosé, c'est les seuls bons rosés qui en valent la peine, c'est ceux qui ressemblent, c'est ceux qui ont des qualités de rouge. Ah, Je dirais que voilà, c'est juge toujours un rosé en fonction de est-ce qu'il est vers les rouges ou est-ce que c'est un blanc. Euh, mais il juge pas le rosé en tant que tel. mhm. Moi, euh, il m'arrive de boire des rosés qu'on appelle piscine et de les boire avec plaisir. J'ai honte. Hein, Non, y a pas de. C'est plutôt des vins d'instant, hein, c'est ce que je comprends. Mais, C'est. j'aime bien le rosé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vin de soif, un vin de plaisir, un vin simple, un vin euh, pas compliqué à définir. Et à partir de là, à partir de là, euh, on me dit, voilà, il y a des dans cette simplicité, elle est pas si simple à réaliser. Il y a beaucoup Oui. de rosés qui sont mal foutus, qui sont caricaturaux. Et ça, j'en ai bu des tonnes, enfin j'en ai goûté des tonnes, je les ai recrachés immédiatement, mais il y a eu plein d'époques. Le mauvais rosé, il y a 10 ans, il sentait le vernis à ongles. Oui. Technique, oui. À Bilic. Mhm. Euh, Avec des levures le mauvais rosé sélectionnées. d'aujourd'hui, il sent le pamplemousse et il a une acidité très dure. C'est l'étiole, voilà, bon, etc. Euh, ce, ce, Ces caractères-là détruisent beaucoup plus facilement euh, le rosé simple et le rosé pâle que, euh, que le style en lui-même du vin. Et ça, il y a eu beaucoup trop de producteurs qui ont surfé sur la vague et qui ont fait des rosés qu'on oublie totalement. Euh, Oui. et ça fait beaucoup de mal au rosé. Si vous voulez, dans tous les vins tendances, le drame, c'est les suiveurs. Oui, Euh, c'est pas ce qui fait, oui. Moi, je me souviens je suis assez vieux pour avoir connu la mode, la vogue extraordinaire du Beaujolais nouveau. Euh, le jour où le Beaujolais nouveau a été détruit, c'est quand on ouvrait les radios le matin du 25 novembre, enfin, du jeudi de novembre, qu'on entendait ah cette année le rosé à goût de banane ou cette année le rosé à goût de confiture de framboise. Oui, ça c'est terrible. Tellement planifié, tellement sans âme, Oui. toute sa nature. Alors ça peut être un très bon vin, un Beaujolais nouveau, ça peut être un vin de plaisir, c'est pas un vin compliqué. Mais ça peut et ça, c'est le risque que court le rosé, c'est qu'il devienne un vin tellement standardisé. Alors, Oui. tu sais, parenthèse, est-ce que le son est toujours aussi pourri ou Ça va un petit peu mieux quand vous vous rapprochez du micro et quand il est un petit peu en l'air, mais voilà. Alors, oui, Thierry, pendant que qu'on est sur cet univers-là, moi, ce que je voulais échanger avec vous, et enfin, puisqu'il y a pas mal de gens qui nous ont posé des questions, mais il y a pas mal de gens qui se demandent si
il y a une véritable légitimité du sud de la France à produire des rosés, et bien sûr, ça correspond à une demande, à une consommation, mais est-ce que d'un point de vue climatique ou topographique, géologique, ou plein de tout ce qui fait bien sûr l'univers d'un vin, est-ce que c'est pas un peu trop rapide le raccourci des rosés géniaux du sud et inexistants au nord? Bon, en posant la question, vous y avez déjà répondu. Non mais On a compris quel était votre avis et je le partage. ouais, Non, il est évident, il y a un élément fondamental dans le rosé, c'est la notion de fraîcheur. oui, Plus que d'acidité, de la notion de fraîcheur. Donc, je ne vois pas sous quel prétexte les rosés de la partie nord de la France pourraient manquer de fraîcheur. Après, d'ailleurs, pour revenir à la Champagne, bon, c'est pas tout à fait le même type de rosé. Pour revenir à la oui, Champagne, les rosés les plus équilibrés, les plus harmonieux, les plus chers aussi, sont des champagnes. Donc, bien sûr. qui, à ce qu'on sait, est quand même dans le nord de la France. Euh, C'est vrai. donc, voilà, moi je pense que non, il y a simplement dans le vin, euh, il y a une attitude, il y a aussi un moment, parce qu'on est en Provence, on est habitué à se dire les Provençaux savent faire des rosés. Quand on nous reviendra, on peut en être sûr, quand on aura le droit à nouveau de se mettre à une terrasse euh, au bord de la Méditerranée, ben, on a envie d'ouvrir une bouteille de rosé et assez naturellement, si on est à, à l'est de Marseille, ça sera une bouteille de rosé de Provence. Si on est à l'ouest, euh, à Marseillan ou dans un petit coin comme ça, ou à Narbonne, plutôt une bouteille de rosé du Languedoc. Ça me paraît assez naturel. Euh, Bien sûr. et je pense que voilà, il faut aussi tenir compte de ça. Bordeaux essaye de faire du rosé depuis quelques années. Euh, il se trouve que les gens n'ont pas l'idée de boire du rosé de Bordeaux. C'est aussi simple que ça. Peut-être ça reste à inventer, mais voilà. Ouais, ça m'amène à une autre question qui est quand même peut-être aussi le fait que le public aujourd'hui attend une certaine couleur, cet univers très pâle qui pour eux est synonyme de légèreté de fraîcheur. Peut-être que les rosés, les clarettes bordelais ne sont plus trop dans les codes chromatographiques autorisés par le public. Euh, c'est un vrai sujet ou c'est un faux débat, la couleur des rosés? Enfin, je crois qu'on est assez d'accord. Ça Euh, dépend c'est un vrai sujet, mais moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse différents. C'est peut-être mes racines protestantes qui font que je raisonne pas comme un Anglais, mais les Anglais, ce qui compte, c'est pas tellement le winemaking ou etc., c'est le marché. C'est ce que demande le marché. Bon, oui. le marché veut du rosé pâle, il a de bonnes raisons, le consommateur a raison, c'est lui qui paye les bouteilles, etc. Il faut lui produire les meilleurs rosés pâles qu'on puisse le faire. Ça, c'est un autre débat, on en parlera tout à l'heure, comment faire les meilleurs rosés pâles possibles. Après, ceux qui font d'autres types de rosés, je pense que le pire, ça serait de se mettre à faire un rosé pâle alors que c'est pas son ADN. Encore des gens de Tavel me sortent des rosés qui ressemblent à Côte de Provence. C'est un Oui, peu que j'adore. Moi, j'adore toujours goûter une bouteille d'Aqueria, par exemple. C'est toujours délicieux et ça ressemble pas à un rosé pâle. Voilà. oui. Un public pour ça. Donc, il faut pas suivre toutes ces modes, mais il faut garder son idée, non, son identité. Mais on sait bien que le marché, aujourd'hui, il est d'abord sur les rosés pâles. Et oui. Alors ça c'est pour le mass market. Est-ce que finalement aujourd'hui, parce qu'on voit quand même, on parlera un petit peu d'aspect technique et de vinification, on parlera aussi de la difficulté à faire des rosés. Je pense que les gens mesurent pas tout à fait, mais je pense que c'est un des vins les plus difficiles à faire. Est-ce qu'avant ça, pour mettre l'accent sur la technique et puis surtout l'envie de hisser vers le haut un petit peu cet univers, euh,
vous pensez qu'il est pertinent de faire des cuvées parcellaires, des cuvées travaillées, des cuvées élevées, assez haut de gamme? Est-ce que c'est une traction vers le haut, est-ce que ce genre de cuvées peuvent tracter vers le haut, vers la passion entre guillemets des simples amateurs? Euh, c'est quoi l'avenir de ces grandes cuvées un peu haut de gamme? On en voit fleurir à droite à gauche, des fois très chères. Moi, très honnêtement, j'ai un peu de mal. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre des cuvées haut de gamme de rosé. Je ne demande qu'à être convaincu. Euh, D'abord, il y a des cuvées haut de gamme de rosé qui existent et qui sont chères depuis longtemps et qui ont trouvé leur public depuis longtemps. Il y en a d'autres qui ont été bon, par exemple, il y a évidemment un producteur qui s'en sort aujourd'hui. Moi, je l'ai rien. J'ai un Templier 2016 là, super millésime, j'adore. Bon, si on parle du Languedoc, par exemple, le premier producteur de rosé de très loin, c'est Gérard Bertrand, qui fait à la fois les rosés qu'on trouve facilement à très grand volume et qui aussi fait des rosés Des grosses niches. dans des propriétés sectionnées. Il a créé le Clos du Temple il n'y a pas longtemps. Il faut franchement aller voir. Enfin, franchement aller voir ce vignoble. C'est incroyable. C'est travaillé en biodynamie avec toute la. Il y a un type qui vit là avec ses mules et qui travaille le sol tout au long de l'année. C'est un boulot incroyable. Bon, euh, ça donne un grand rosé. En tout cas, le premier millésime est passionnant. Bon, est-ce qu'il y a un vrai univers que c'est un vin qui va me venir naturellement à l'esprit d'ouvrir pour si je vous invite à dîner ou si vous m'invitez à dîner, que je vais vous apporter? Sûrement pas aujourd'hui, mais peut-être dans 2 ou 3 ans, on se dira, oui, ça va lui faire plaisir, ça va épater, etc. Et puis, je prends cette euh, curiosité. Aujourd'hui, voilà, vous parliez à Bandol, euh, bon, à Tempier, ou on parlait d'un rosé qui ressemble pas aux autres, irréductible, euh, La de, Bégude, ouais. La famille Tari, oui. des bouteilles qu'on va sûrement amener. Elles déclencheront. C'est des rosés de conversation, je dirais. Il y a des, Tout à fait. il y a des rosés de plaisir et d'autres de conversation. C'est des très bons vins. Euh, il y en a très peu qui ont franchi le cap d'être dans un univers, euh, une bouteille qu'on a envie de partager, etc. C'est encore quelque Alors, chose qui est naturel, mais ça peut venir. moi, j'ai le sentiment, en tout cas, à travers la dynamique et puis surtout les vins que l'on déguste, il y a des rosés qui des fois un tout petit peu un semblant d'expression de lieu. Je pense au calcaire particulier de Terre Brune qui est très lisible dans les vins. Je pense au Braquet du Clos Saint-Vincent, à Belley qui est une signature aromatique forte, au Tibourin, à tous ces trucs-là. Je pense que eux, ils ont une véritable, des fois. Signature, soit de lieu, soit de cépage, soit de vinification, mais Absolument, mais si euh, moi je mettrais le cépage de côté parce que oui. le cépage joue beaucoup, on en reparlera, mais Mhm. c'est pas forcément une signature de terroir. Si on réfléchit à du terroir, euh, des rosés qui sont reconnaissables entre tous, etc. Ben, c'est vrai qu'on ne va pas avoir énormément. On a cité Tavel, quelques producteurs à Tavel, pas tout le monde. Oui, Euh, on a cité Simone, Palette. Évidemment, vous avez raison, Bellay. Aussi bien Claude Saint-Vincent aujourd'hui que hier, les vins de bien sûr. Charnacé, Mhm. Bellay. Moi, je citerai aussi absolument en terroir euh, plusieurs secteurs de la Corse. Pour moi, la Corse est certainement Bah oui. la région de France où on a le plus grand caractère d'expression de terroir des rosés, dans un style d'ailleurs de plaisir. C'est pas des rosés compliqués.
Vous parlez des rosés de Saccarel du bloc granitique d'Ajaccio ou... Je parle, oui, de ceux de Figari aussi, évidemment, de Canarelli, etc., d'Ajaccio, mais même dans le Nord, il y a des rosés qui ont beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Euh, alors, je pense que voilà, il y a quelques secteurs. Bon, il y a aussi des secteurs en Provence. Il ne faut pas abuser du- Oui, il y a des beaux terroirs de schiste, des fois, qui accueillent, qui font aussi des rosés qui font du dynamisme. Euh, il y a quelques secteurs où on peut faire des grands rosés de terroir. Il y en a pas tant que ça. J'en ai pas, voilà, depuis des années que je visionne ça. Énormément, euh, ces, ces terroirs-là ont une personnalité extraordinaire. Cépage, c'est autre chose. Moi, j'ai une théorie qui vaut ce qui vaut, mais qui est quand même partagée par quelques gens qui font du vin, ce qui n'est pas mon cas. C'est que la fraîcheur euh, la fraîcheur et la vivacité, qui sont des caractéristiques fondamentales du rosé, euh, les a plus naturellement avec des cépages blancs. Euh, Eh oui. Récolter des cépages noirs, euh, pas tout à fait à la maturité idéale, en se disant il faut garder de l'activité, des vins, bon, etc., pas naturel. Euh, les cépages blancs, vous avez une acidité vous pouvez avoir ce mix fondamental quand même tous les vins, rosé, blanc, machin, maturité et fraîcheur, acidité. Et donc, moi, je pense quand même que les bons rosés, une part évidemment minoritaire, parce que sinon on n'a pas le droit, on est dans un pays d'administration terrible, etc. Mais une part minoritaire de cépages blancs et de cépages blancs parfois aromatiques font un bien fou à la. Ça Ah, donne, d'accord, un peu de Sauvignon dans l'assemblage ou de par Rock. exemple, Ouais, euh, d'accord. par exemple, je vais reparler de Gérard Bertrand. Parce que j'étais en tête là, mais dans ce rosé qui est très bon, qui s'appelle La Villa Sauvageonne, il y a 5 ou 6% il y a du vermentine, enfin du roll, Mhm. et 6% de vionnier. D'accord. Et bon, le vionnier du Languedoc, c'est vite pâteux quand même, c'est pas le Oui, bien truc. sûr. 5 ou 6% de vionnier qui donne vraiment une palette aromatique spécifique et qui marque tout de suite le vin. Ça donne une personnalité très forte au vin immédiatement. Ça, c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose à mon avis, fondamental que les champenois pratiquent depuis belle lurette. Le Et d'ailleurs, chardonnay. il y a quelqu'un qui me posait une question, Thierry. Pourquoi est-ce que la Champagne est la seule région qui autorise l'assemblage de vin blanc et vin rouge pour ses rosés, sachant que c'est pas vraiment autorisé ailleurs? Alors, à la fois pour des raisons historiques et des raisons de marché. Alors, historiquement, euh, vous le savez, mais peut-être nos auditeurs ne le savent pas tous, on a fait du rosé très naturellement en Champagne, très tôt, et sûrement dans plein d'autres régions de France. Euh, Impressionnant. Tout simplement parce que d'abord les cépages noirs étaient teinturiers, donc teintés le blanc, donc Mhm. des cuvées à œil de perdrix qui étaient naturellement colorés par les cépages noirs. Donc on mélangeait ces cépages tranquillement et sereinement. Et c'était naturel. Après, on s'est mis à vinifier de manière séparée ces cépages. Et la Champagne a continué sur cette idée-là, qui, à mon avis, il y a les deux méthodes. Vous savez, bien sûr, il y a des rosés de macération, c'est-à-dire euh, Saigné, oui. de saigner en Champagne, mais le rosé naturel, c'est véritablement le rosé naturel, c'est véritablement le rosé d'assemblage, c'est-à-dire un mélange de rosé blanc
Et quand on voit ces assemblages, on est toujours avec des très faibles proportions de vin rouge. Les vins rouges qui sont associés à 80-85% de blanc en Champagne, 90% de blanc, sont des vins rouges très peu colorés. C'est du pinot noir, du pinot meunier, avec une couleur très pâle, avec une macération très courte. Euh, mais ça apporte une harmonie, un naturel et surtout un équilibre en bouche assez fondamental qui est cette activité naturelle coordonnée. Et, D'accord. alors, pourquoi on ne fait pas en Provence? Ben, tout simplement parce que en Provence, on a fait tirage direct et de la matière et de la saignée, des techniques qui étaient pratiquées depuis belle lurette. À un moment donné, on a gravé ça dans le marbre, euh, dans le marbre de la loi et de l'administration, et que évidemment, Alain, euh, On vous entend plus très bien, Thierry. Vous pouvez vous déplacer un peu et mettre le micro peut-être plus vers votre bouche, comme ça on vous entendra. Merci. je vais peut-être essayer. Alors attendez, on va essayer quelque chose. Vous m'entendez mieux? C'est parfait, ça va mieux là, beaucoup mieux. Allô? Je crois qu'on a perdu Thierry. Je vous ai perdu Thierry. Je vais. Tac. On va retrouver Thierry dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Euh, mais c'était pour améliorer bien sûr la connexion. En tout cas, si vous avez des questions à poser sur les aspects techniques des vins rosés, on va en parler dans quelques instants, surtout sur aussi peut-être enfin, la vision de Thierry sur les assemblages, euh, enfin, sur le pressurage. Il a dit que c'était un des secrets, je pense, de la qualité des rosés, des grands rosés, des bons rosés. Alors, je vais rebondir également sur les questions. Des appellations qui intéressent des cépages blancs pour élaborer des vins rosés. Ah, ça, je ne sais pas si ça, les cahiers des charges, il faudrait éplucher bien sûr tout ce cahier des charges. On va reposer la question à Thierry qui revient. Hop, tac, et voilà. On parlera des rosés de garde et d'évolution. Ça va mieux Thierry là? Vous m'avez retrouvé. C'est parfait. Nickel, avec Oui, il y a un fait législatif assez simple, c'est que le rosé a été longtemps un vin pas cher et qu'il y avait plein de concurrents qui mélangeaient des stocks de vin blanc dans le coin avec un peu de rosé. c'est la Ce qu'on a appelé des vins de... L'Europe a failli autoriser ça comme fonction du rosé d'origine protégée et naturel. Faire un très bon rosé d'assemblage, ce serait quelque chose de... Ah oui. Oh, je vous entends plus très bien Thierry. On est en train de vous perdre encore. Et là, Faut pas bon, trop... Désolé pour la connexion. Évidemment, c'est des enjeux désolé. directs. Bon, je vais ouvrir la fenêtre. En fait, je vais me mettre sur ma terrasse personnelle là. Ah, magnifique. Vous êtes sur le yacht du bataillon de Sauve, c'est ça? Là, Ça va est-ce que mieux. vous m'entendez à nouveau? Non. Ça va mieux, ça va mieux. Bon, moi, je vous entends moins parce qu'il y a la rue. Alors, Thierry, si vous m'entendez, deux, trois petites questions qui sont intervenues pendant que on s'est perdu. Il y a, donc, on parlait de l'élaboration des rosés. Donc, pour vous, le secret, c'est dans le pressurage. Ça, on l'a un petit peu saisi tout à l'heure. Mais surtout derrière, euh, qu'est-ce que vous pensez du mouvement opéré sur les vins un peu nature ou de macération ou de rosés qui deviennent semi-orange ou de tout cet univers-là qui se tisse dans l'univers des rosés maintenant? Bon, là, c'est définitivement plus de ma génération. Ce genre de... Non, Non, mais honnêtement, j'ai... euh,
ça m'intéresse pas. C'est pas des vins que j'ai plaisir à boire. Bon, après, voilà, je ne prétends pas avoir la vérité révélée. Il y a sûrement des trucs intéressants, mais moi, très honnêtement, il y a tellement d'autres bons vins à boire avant. On a compris le message, ça a été extrêmement radical. Très bien. Alors, on continue peut-être avec une petite ouverture sur la potentiel à table de ces vins. Est-ce que vous pensez, moi j'ai mon avis de sommelier et je crois qu'il y a une véritable légitimité dans certaines situations, mais vous pensez que le rosé à table peut s'inviter ou devenir quelque chose d'évident avec certains mets? Alors, vous savez que dans notre existence professionnelle avec Michel, on a eu le bonheur vraiment extraordinaire de travailler pendant près de 10 ans avec Vincent Brun. Ah oui, ça c'était le dieu des accords mets et vins. Euh, et, euh, et Alain était non seulement un dieu, mais en plus c'était quelqu'un qui se remettait en question, qui n'hésitait pas à goûter les choses et il s'est intéressé euh, très tôt parce qu'on était à la fin des années 90 au rosé et on a fait plusieurs séances avec les vins rosés. Alors plutôt plutôt de Bandol, un peu de Provence, beaucoup de Tavel, etc. Et ça a donné souvent des résultats gastronomiques encore extraordinaires. En particulier avec un gars comme Alain qui était capable d'imaginer une recette en direct, Eh oui. en goûtant un vin. Euh, c'était des vins qui lui donnaient toujours beaucoup d'idées. Alors on partait sur des poissons souvent. Il y avait souvent de la tomate. Et la Euh, tomate et le rosé, ça fonctionne à fond, hein. ah oui. Ça, c'est une Euh, des vertus fabuleuses des rosés. C'est que, et, j'ai le souvenir d'ailleurs, on a refait dans des vidéos une toute simple tartelette à la tomate que Sandrin se faisait et qu'on avait bu avec soit un Côte du Rhône rouge. Ça m'a fonctionné très bien aussi. Je me rappelle avec le professeur de Nîmes de François Collard au domaine Mourville. d'accord. Euh, et voilà, je vois le midi de Thierry aussi nature. Bon, je suis désolé. J'ai bien rigolé. Je ne vais pas souligner, mais j'ai bien rigolé quand je l'ai vu. Bravo pour la Patrick. On a perdu le son, Thierry. Là, ça va mieux? Ah, ça va? Voilà, c'est parfait. C'est de la technologie chinoise, je suis désolé. Je sais, elle est très brouillée en ce moment. Bon, il y a la tomate, l'orange peut-être, les écorces d'agrumes, vous aviez. Il y a les chairs. Le rosé, c'est aussi voilà, le poisson. On avait fait le lobster cocktail. Je me souviens qui est un grand classique de la cuisine de brasserie chic et qui fonctionnait magnifiquement avec certains rosés un peu lumineux, un peu profonds. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je trouve que le rosé, même les rosés simples, c'est des vins sur lesquels on peut s'amuser en cuisine. Eh Euh, oui. on peut construire des choses. Ça, c'est pas juste un vin de soir, c'est un vin de table. Absolument. Eh oui. Ça m'amène à une réflexion sur le fait que dans certaines situations, ils sont même meilleurs et plus adaptés que beaucoup de blancs et rosés, en fait. Ça fait partie que blanc et rouge, pardon. Donc, je pense que ça fait partie de cette facette, entre guillemets, de certains rosés qui sont intéressants et qui permettent des accords fabuleux. Enfin, moi, je sais que dans certaines situations, certains blancs ne marchent pas et certains rouges ne marchent pas. Je pense aux tagines, aux épices orientales, à toute cette dimension, évidemment. Euh, Je pense qu'il y a aussi une dimension qu'il faut pas oublier dans les rosés, pour la plupart, c'est qu'ils n'ont pas de bois. Et le bois est, quand on y réfléchit, quelque chose qui segmente tout de suite les accords de cuisine. Si vous prenez un blanc rosé, il y a plein de plats
qui vont naturellement avec les blancs, mais qui n'iront pas. Pareil pour les rouges. Alors qu'avec les rosés, voilà, on est sur le fruit, on est sur des équilibres de fraîcheur, de tonicité, et ça fonctionne très très bien à table, avec beaucoup plus de plats. Ça digère les épices aussi, vous avez raison. Toutes les épices est digéré assez facilement. Je suis désespéré de ce bruit-là. Écoutez, ça va mieux que tout à l'heure, hein. Ça va. Il n'y a pas de. Enfin, on vous entend. Enfin, moi, je vous entends. Enfin, je sais pas les autres, mais pour l'instant, ça va. Il va m'engueuler demain en me disant Qu'est-ce que c'est? Et ça m'amène à une autre question, Thierry, qui dans le fil conducteur est intéressante. Il y a des personnes qui se sont posées la question sur le potentiel de vieillissement des rosés. Alors moi, j'ai fait beaucoup de dégustations sur des vieux millésimes, et Dieu sait si à Bandol c'est légitime et intéressant, peut-être même dans d'autres appellations. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est un miracle si le soldat rosé revient de la guerre je et ça pense m'amène à que est-ce qu'on les vend pas un peu trop tôt aujourd'hui? non. Moi, honnêtement, je peux vous dire le contraire, mais honnêtement, je vois 99% des rosés. Je parle pas des champagnes, mais 99% des rosés que je vois sont des rosés de l'année. Après, on a sûrement tort de, on a sûrement tort de faire ça. Peut-être qu'il y a des rosés. J'ai un grand souvenir d'avoir un jour dîné avec le propriétaire de Akeria, Vincent Debèze, et qui m'avait sorti un Tavel d'Akeria 52-53, je crois. Vache. On était au début des années 2000, je crois. Et ben le vin était formidable. Franchement, il était formidable. Donc voilà, je pense que la rosée peut très très bien vieillir, c'est sûr. Pas des grands rosés en tout cas. Mais après, est-ce qu'il faut les faire vieillir? Je sais pas. Moi, je pense que Moi, bien, à titre personnel, je trouve que c'est très intéressant sur les vannes. Par exemple, là, vous voyez, je bois un 2016 ça aujourd'hui, je peux vous assurer que je trouve ça merveilleux dans la fragrance aromatique proposée, dans les notes de poivre blanc, chaude, d'orange, tout ça. Je trouve ça très complexe et j'adore. Et en plus, je trouve ça extrêmement épuré, digeste. Je trouve que quand on quitte la phase aromatique fermentaire, j'aime bien les univers de vin qui sont proposés à titre personnel. Mais c'est bien entendu une histoire de goût. Mais j'ai quelques vieux millésimes de rosé, d'ol, j'ai une certaine affection, mais c'est peut-être un truc de sommelier. c'est sûrement un truc de sommelier. Il faut pas avoir honte d'être un sommelier. Bon, alors, on va terminer tranquillement cet échange avec d'autres questions. Euh, vous êtes déjà fait bluffer à l'aveugle en verre noir sur des vieux rosés ou sur des rosés que vous n'avez pas reconnus? Sûrement. Et on m'a fait à peu près toutes les challenges possibles et imaginables. Je pense que c'est pareil pour vous. C'est vrai. Dès qu'on va chez des gens, on y a droit, on a un vin à l'aveugle, etc. Donc, on a dû déjà me le faire. Mais de toute façon, il y a beaucoup de rosés qui pensent soit vers les blancs, soit vers les rouges. Donc, on ne regarde pas la couleur. Évidemment, on peut se faire avoir. Et je pense pas que ce soit un problème d'ailleurs. C'est la nature même d'un rosé d'être. Il y a des rosés, je me souviens d'ailleurs avec Michel, même en voyant la couleur, Michel a dit ah bon, ce blanc, il est assez aromatique. C'est un rosé, mais il était tellement pâle. C'était une longue dégustation. Alors. Ouais, je comprends. Et alors, bah, il y a Nicolas Rossignon qui nous dit souvent les rosés ne sont pas faits sur les meilleurs terroirs. C'est peut-être une question, ça. Vous pensez que si on ramenait un peu comme on le refait par exemple en Bourgogne pour la ligotée ou comme on le refait sur d'autres choses, est-ce que si on ramenait l'idée de faire des grands rosés sur des lieux spéciaux, on pourrait avoir, je sais pas, une nouvelle lumière, un nouveau plaisir? Alors, ça, c'est une remarque importante et c'est pas étonnant qu'elle soit faite par un bourguignon.
on, on est sûr, en Bourgogne, par exemple, on pourrait faire des très grands vins pétillants, vraiment, euh, et à mon avis, largement l'équivalent de grand champagne. Et sûr aussi qu'on pourrait faire des grands rosés. Bon, on ne le fait pas pour une raison simple, c'est qu'évidemment, on réserve les meilleurs terroirs et Dieu sait s'il y a une différence de terroir évidente dans les crus bourguignons, on réserve les meilleurs terroirs au vin rouge ou au vin blanc. Et c'est le cas dans beaucoup de régions, mais il est évident que c'est ça qui m'a intéressé dans certains exemples, de choisir un terroir euh, pour construire un grand rosé. Ça, c'est vraiment intéressant que euh, quand on parlait de la Corse, quand on parlait de Gérard Bertrand, quand on parlait de Tempier ou de Bégut, ou de Timone, évidemment, ou de Bélé, il y a eu le choix de terroirs très adaptés et de grande qualité pour faire des grands rosés. Et ça a donné tout de suite des résultats. Et je suis sûr que cette idée-là, on pourrait l'appliquer à plein d'autres régions, bien sûr. Ok, on va lancer un défi à Nicolas Rossignol, c'est de produire un magnifique rosé sur ses Volnec aérés. Chiche, Nicolas? D'accord, d'accord. Il va adorer, il va adorer. Bon, eh ben, on termine tranquillement comme ça. Alors, euh, merci Thierry pour ces échanges autour des vins rosés. C'était très intéressant, très inspirant. On a bien noté que vous avez peut-être une nouvelle trajectoire pour Bétané de Sauve. On a noté que vous aimiez pas trop les rosés sous bois. On sait que vous n'êtes pas trop joueur sur les vieux millésimes. On sait que quand même vous avez des secrets. On n'a pas tout su sur l'élaboration des rosés, mais c'est peut-être un peu technique pour les gens qui nous suivent. Donc on bottera en touche et vu la connexion, on fera en sorte de reparler de ça au travers. Donc, sur l'aspect technique, je pense que déjà les gens se focalisaient sur le pressurage des raisins qui est essentiel dans beaucoup de vins, mais sur les rosés en particulier, et sur les cépages blancs qui ont un rôle à jouer, même minoritaire. Je pense que ça ferait déjà progresser beaucoup les rosés. Après, le débat sur les tioles et sur la vie. Bon, et dernier point intéressant, 2019 quand même. Ça va être. On dit en Provence qu'il y a encore des stocks de 2018 qui ne sont pas écoulés, ce qui était. Ça, c'était un article qui apparaissait dans le Figaro ce matin. Est-ce que bon, 2019, il y a quand même une frustration dans ce millésime pour les gens de Provence, parce que l'équilibre est vraiment très bon. On le sent dans les premiers vins qu'on déguste. On voit bien que c'est un millésime assez tonique, qui a, je pense, toute la fraîcheur et la classe pour faire plaisir. Mais malheureusement, il va se frotter à une difficulté de commercialisation assez importante, du fait que, bien sûr, les restaurants et bien sûr les importateurs du monde entier soient un petit peu bridés par cette crise. Vous l'avez goûté, 2019? Alors, j'en ai goûté quelques-uns et je partage votre avis. Ça va être un millésime vraiment passionnant et réussi. Et bon, là, on a une conversation extrêmement agréable et enjouée malgré les problèmes de micro. Euh, mais il ne faut pas se cacher que la situation est dramatique pour beaucoup de producteurs de rosé cette année. Que ce soit en Provence, que ce soit en Languedoc, il y a des stocks invraisemblables de rosés qui ne vont pas trouver preneur et qui vont finir en distillation. Et c'est voilà, aujourd'hui la campagne de commercialisation est à peine commencée. Il faut bien voir que le rosé c'est un vin de restauration, hein. C'est un vin qui se vend dans tous les styles, mais beaucoup en restauration. Je ne sais plus quel producteur provençal important me disait que 85% de sa production était dans les circuits de restauration. Et ben aujourd'hui, il n'y a pas un restaurant qui une commande. C'est et pour cause, bien sûr. Donc c'est une situation qui est quand même dramatique. Et il faut compter sur nous tous pour voilà, il faut peut-être qu'il faudra qu'on le double de bouteilles de rosé cet été quand on va pas commercialiser. C'est certain, on va réinventer le commerce avec cette crise, mais effectivement, en fait, je voulais simplement passer le message comme ça aux personnes qui nous écoutent. C'est vrai que c'est un chouette millésime et
et, euh, et ce serait dommage de passer à côté. Voilà, même si on n'aime pas trop les rosés. J'adore les rosés. D'ailleurs, vous m'avez donné soif, je vais en goûter un là tout de suite. Ouais, je vous souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup Thierry. Merci à toute l'équipe de Béthane et de Sauve qui nous ont permis d'organiser un petit peu ce live, malgré le fait bien sûr qu'on soit maintenant déconfiné. C'est vrai que on est déconfiné mais pas complètement parce qu'on a tous les enfants et on n'a pas encore complètement repris nos activités respectives. Mais échanger autour du vin comme ça, de cette manière et puis avec toute cette qualité de d'analyse, etc. C'était très intéressant. Bonne continuation. Je vous souhaite une bonne reprise et puis plein de belles choses pour Béthane et de Sauve. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, au revoir à tous. À bientôt. À bientôt.